Bonsoir Caroline Forest. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Vous êtes journaliste, essayiste, réalisatrice, directrice éditoriale de l'hebdomadaire Franc-Tireur et vous publiez Le Vertige MeToo aux éditions Grasset, un essai passionnant, nuancé. C'est pas banal, hein, vu la période sur la révolution sexuelle MeToo, un vertige nécessaire, dites-vous, tout en dénonçant ses excès. On va revenir sur les exemples que vous disséquez au scalpel, aussi sur les critiques et les interrogations suscitées par votre essai. Mais d'abord, vous expliquez que c'est sans doute le livre le plus difficile que vous ayez eu à écrire, à défendre sur les plateaux de télévision. Pourquoi ? C'est que je réalise bien pourquoi tout le monde se dit à voix basse, il faudrait quand même qu'on essaie d'élever la conversation, qu'on dise que c'est plus compliqué sur certaines affaires. Pourquoi personne ne veut y aller? Parce que c'est très dur. C'est très dur d'ouvrir cet espace de liberté qui est de dire, attendez, on ne remet pas en question MeToo. Moi, je veux défendre MeToo. Et vous me trouverez toujours en face de toute personne qui voudra retourner en arrière. J'ai adoré changer de monde. J'ai détesté l'avant MeToo. J'ai détesté accompagner des copines toute la journée qui me racontaient qu'elles avaient été violées par leur père, par un membre de leur famille, par quelqu'un au boulot, des amies avocates qui n'allaient pas porter plainte parce qu'elles savaient que c'était le parcours du combattant. Et toutes ces discussions qu'on avait en silence, aujourd'hui, on les a sur la place publique. Et ça fait 7 ans que moi, je m'en réjouis, même si des fois, ça va trop loin, même si... Parce que le mot vertige, oui, pour ceux qui nous regardent, il est ambivalent. De vertige, on est rarement pris de vertige face à quelque chose de tout à fait positif. Ah si, c'est un tournis, c'est grisant. Si, c'est justement, je l'ai choisi à dessein parce que je pense que c'est un moment de remise en question extrêmement bouleversant, émouvant, et en même temps où l'émotion ne peut pas non plus dicter la réflexion. On est bien obligé à un moment donné de dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette émotion collective? D'abord, comment on approfondit la conversation pour que ça redescende? C'est-à-dire qu'on ne pense pas que c'est réservé que aux élites, qu'au milieu du cinéma, qu'au milieu des médias, que tout le monde se sente concerné par une nouvelle forme de séduction respectueuse et sache reconnaître le consentement. On parlera évidemment de l'histoire des viols de Mazan. On voit bien que ça a du mal à redescendre et qu'on voit bien que ça ne va pas suffire. Et puis je rappelle aussi qu'il y a eu des décennies de féminisme avant d'arriver à ce hashtag. C'est pas que un hashtag. Mais ce qui m'intéresse, parce que je suis aussi journaliste et parce que je suis justement très attachée à la justice et que je déteste les abus de pouvoir, c'est comment on fait pour protéger le fait que la honte ait changé de camp. Je m'en réjouis. Mais en même temps que la honte a changé de camp, l'esprit de meute a changé de camp. Et donc on a un nouveau pouvoir, nous féministes, entre les mains, et on doit réfléchir à ce pouvoir. Parce qu'on ne doit pas être comme ceux qu'on dénonce, on ne doit pas en abuser. Moi je déteste ceux qui abusent de tout. Je déteste les abuseurs, je déteste les violeurs. Et j'aime pas non plus quand on est dans l'abus de pouvoir, même quand on est dans le camp du bien. Mais justement, vous évoquez dans votre livre, sur les plateaux, à la radio, vos casquettes différentes. Journaliste, féministe. Personne ne vous enlèvera, Caroline Forest, le fait que vous êtes féministe. Mais quand on lit ce livre et quand au fond, on voit la minutie que vous prenez à dénoncer les excès de MeToo, certains peuvent se dire, est-ce qu'elle n'est pas en train de jouer contre son camp? Et vous savez, quand j'ai dénoncé l'islamisme, et qu'à gauche peut oser le faire en disant, mais non, on ne peut pas tolérer l'intégrisme religieux parce qu'il vient de gens qui peuvent être potentiellement discriminés. Et il faut tenir en fait les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il faut dénoncer et l'intégrisme, et l'islamisme, et le racisme. Il y a des gens qui ne l'ont pas compris et qui ont cru que c'était une forme de trahison et qui le disent encore. Mais moi, je crois à cette nuance, justement parce que je suis journaliste et que donc je ne peux pas arrêter de réfléchir, même quand je suis émue, même quand je suis révoltée. Donc, en l'occurrence, j'ai toujours été bouleversée, émue et révoltée de croiser des victimes de viol, de voir l'impact qu'a eu notamment, que peut avoir le viol sur la construction d'un être très jeune. La pédocriminalité, à mon avis, est un corps très sous-estimé. On sous-estime ses effets, on sous-estime les chaînes de reproduction, de traumatisme que ça entraîne. Et je voudrais qu'on en parle plus. En même temps, je croise de plus en plus ces dernières années des êtres brûlés vifs. C'est des gens que je connais, c'est des gens qui viennent, que je rencontre, ils sont sous médicaments, ils n'ont pas vu quelqu'un depuis 3 mois. Qui, par exemple? Qui, par exemple, c'est des élus qui ont été brûlés vifs, un jeune élu communiste et son petit ami, qui ont été accusés d'être des violeurs et des pédophiles, alors que c'était une relation polyamoureuse consentie. C'est Christophe Girard, un ancien conseiller à la culture, avec qui je me suis battue, moi, pour le Pacs, à une époque où, quand on se battait pour les droits des homosexuels, on se faisait traiter, lui et moi, de pédophiles. Donc voir que des jeunes féministes disent bienvenue à Pédoland, sous les fenêtres de la mairie de Paris, parce que quelqu'un dit avoir eu avec Christophe Girard sur 10 ans une relation qu'il dit lui-même consentie, mais qu'il estime, parce qu'il est dans un mouvement très radical,
indigéniste, asymétrique socialement, et que je vois le New York Times faire une page entière pour dire un élu de la mairie de Paris accusé d'agression sexuelle. On a parlé d'Ibrahim Malouf. Et on va en parler dans un instant, mais juste pour rester, et on rentrera bien sûr dans le détail des exemples que vous évoquez de votre livre, la question c'est celle de la proportion. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, vous dites vous-même, la révolution MeToo est formidable, je ne souhaite pas un retour en arrière. Bien sûr que non. Mais vous consacrez près de 300 pages à dénoncer certains des excès. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de disproportion entre l'énergie que vous consacrez à dénoncer ces excès et, à la fin, le bilan plus que positif de cette révolution féministe? Mais Benjamin, d'abord, vous avez lu... Non, il n'y a pas 300 pages sur les excès. Il y a justement 300 pages sur... C'est vrai, vous avez raison. Tous les bénéfices et les bienfaits de MeToo, tout ce que justement je raconte, y compris à partir de mon parcours. Je raconte aussi en détail comment on a brisé le silence, comment les victimes de Tariq Ramadan, par exemple, ont pu aller jusqu'au procès. Je raconte ce que j'ai vécu à l'époque quand mon amie Tristane Banon a dénoncé DSK. Je raconte tout l'avant MeToo, à quel point c'était important, ce qui s'est passé dans les années 70, aussi le procès du viol. Ensuite, je raconte l'emballement médiatique et j'essaie de poser la question à certains de mes confrères qui ne le vivent pas forcément très bien, de la responsabilité médiatique. C'est-à-dire que c'est une question que je me pose, moi. Et en plus, pardon, j'affirme rien dans le livre. Je pose des questions sur comment on se forge une éthique collective, puisqu'on est tous les jours convoqués au tribunal de MeToo, et que c'est très bien, et que ça va durer, et que contrairement à ceux qui vous disent la justice, rien que la justice, moi je ne suis pas dans ce littéralisme-là. Je pense qu'on a besoin d'une vigilance collective, que la justice ne passera pas toujours, et que donc il faut bien se forger une intime conviction commune sur dans quel cas on met quelqu'un à l'écart, parce qu'on pense qu'il est dangereux, qu'il peut récidiver, que c'est un prédateur, que c'est un pédocriminel. Dans quel cas on pense que quelqu'un a commis un acte isolé dont il a mesuré la portée et qu'il ne recommencera pas. Si on croit au droit du travail, Benjamin Duhamel, si on croit à la seconde chance, quand on est de gauche notamment, ça aide, on est obligé de se poser ces questions-là. Et moi, je ne fais que poser des questions, mais vous voyez bien que la dureté, à quel point c'est difficile même de poser des questions. C'est vrai, et d'avoir un discours nuancé. Vous expliquez dans ce livre pourquoi vous préférez la phrase « je t'écoute » plutôt que « je te crois » dans les affaires de violences sexistes et sexuelles. Et vous prenez notamment l'exemple du collectif 50-50 qui promeut la diversité dans le cinéma. Pourquoi est-ce que cet exemple il est symptomatique selon vous? Alors moi, c'est ce qui m'a décidé à écrire ce livre, en fait. Ah, c'est le point de départ de ce livre. Cette affaire m'a retournée. J'avais jamais assisté à une telle violence dans une association féministe et à autant de fanatisme. On n'était plus dans le féminisme, on était dans le fanatisme. C'est-à-dire qu'on a une association 50-50 qui s'est créée pour dénoncer les violences dans le cinéma, pour accompagner la parité, pour essayer d'améliorer justement le rôle des femmes au sein du cinéma. Dont je connais beaucoup de fondatrices, des piliers, des militantes. Moi, j'étais sympathisante de ce collectif. Et puis, il y avait deux lignes, honnêtement, qui traversent l'antiracisme et qui traversent le féminisme. Une ligne plutôt universaliste, qui croit justement à la force de la conviction, qui croit qu'il faut dénoncer tout ça, mais en même temps qu'on peut continuer à croire à la présomption d'innocence. Et puis, il y avait une ligne très identitaire, très victimaire, qu'on appellerait woke, qui considère que même douter des fois des faits, pas de la parole de la victime, mais juste des faits, ou simplement hésiter avant d'annuler socialement quelqu'un, c'est déjà une trahison. Et ces deux lignes se sont affrontées à l'occasion d'une accusation que vous racontez à travers une soirée. Une accusation inouïe, c'est-à-dire que c'est une soirée où il y a 20 personnes autour d'un buffet dans la même pièce, tous des militants féministes, où il y a une productrice féministe, celle de Virginie Despentes, qui est très engagée, quelqu'un de formidable, qui a une petite altercation avec une autre militante de ce collectif, Nadège Bossondiane, une comédienne, enfin qui n'est pas d'ailleurs, elle, administratrice, à propos de fumer. Elle lui dit en gros, tu pourrais éviter de fumer parce que tu sais que un tel est asthmatique, va fumer dans la cour. Et comme c'était déjà très tendu pour plein d'autres raisons, cette productrice lui dit, tu vas te détendre, ça va aller. Et elle a un geste qui accompagne cette phrase, furtif, que personne n'a vu. Donc personne n'est d'accord sur quel est ce geste. Est-ce que c'est sur la cuisse? Est-ce que c'est un geste mais furtif? Cette comédienne qui a vécu un traumatisme dans son enfance, qui est traitée par Muriel Salmona, qui parle, qui a sans doute des raisons de revivre parfois des moments durs, a porté plainte pour agression sexuelle. Cette productrice a passé 72 heures en garde à vue dans des conditions terribles. Moi, j'ai lu les PV, la façon dont elle est traitée. On dirait que c'est pas Hervé Weinstein, on dirait que c'est Dutroux. Et elle a passé 1 an à perdre 6 kilos, à perdre des amis, à être traitée de violeuse. Et quand dans l'association, il y a eu une assemblée générale pour se dire, attendez, c'était pas une agression, c'est un malentendu.
Les gens du je te crois absolu ont intimidé, silencé, quasiment arraché le micro, vilipendé des gens comme Agnès Jaoui, comme moi. On a failli, franchement, on est sorti de là très ébranlés. Moi, j'ai pas mangé pendant 2 jours tellement j'avais jamais vu un truc aussi violent, en refusant qu'on s'interroge même sur les faits. Et elles ont annulé cette femme du jour au lendemain en disant on ne peut pas remettre en cause le je te crois. C'est pour ça que je préfère je t'écoute. Sur ce je te crois, certains vous répondront qu'après tant d'années, tant de décennies, Oui, bien où les sûr. femmes n'ont pas été Mais bien sûr. entendues, c'est au fond un retour de balancier qui peut être parfois violent, difficile à vivre, mais qui est nécessaire. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? C'est au fond la question que je posais en introduction. Est-ce qu'on peut faire une révolution sans casser des œufs? Est-ce que ce n'est pas une forme de mal nécessaire? Alors, là en l'occurrence, on est en train de briser des femmes et des hommes. Et de plus en plus de femmes, des hommes gays aussi, où l'homophobie se mêle des fois à la fausse dénonciation. Oui. Donc moi, je suis pour la révolution, je ne serai jamais pour la terreur. Je suis plus Émile Zola que Robespierre. Donc je pense qu'on peut défendre la révolution et considérer que c'est aussi notre devoir, justement parce qu'on y croit, de protéger ceux qui n'y sont pour rien et qui sont emportés dans ce tourbillon. Et vous connaissez aussi les chiffres. Une immense majorité de viols, d'agressions sexuelles n'aboutissent pas sur des plaintes, n'aboutissent pas sur des condamnations. Benjamin, vous me le dites à moi, je le dis dans mon livre. Bien sûr. Je connais ces chiffres, comme féministe, je veux aussi les améliorer. Le fait que la parole se libère, ça fait aussi qu'il y ait de plus en plus de plaintes, parfois pour des faits prescrits, donc c'est normal que le taux reste très élevé, mais je le regrette. J'aimerais que la justice passe plus, qu'elle passe plus souvent. Et je veux continuer à soutenir la parole des victimes. Mais quand on dit « préférons je t'écoute à un je te crois absolu », évidemment que j'ai conscience que je sais bien d'où il vient ce je te crois. Et moi aussi, je fais partie de celles qui ont longtemps dit il ne faut pas remettre en cause la parole des victimes. Et je ne la remets pas en cause. On écoute toujours les victimes. De toute façon, une dénonciation, elle ne vient jamais de nulle part. Elle peut être déplacée, elle peut être provoquée par une mémoire traumatique, elle peut être exagérée, mais elle ne vient jamais de nulle part. Je suis arrivée à la conclusion qu'on ne pouvait pas, en tout cas, condamner quelqu'un à la moindre accusation, parce que malheureusement, après MeToo, beaucoup plus qu'avant MeToo, il existe des situations où effectivement, il y a des dénonciations exagérées ou déplacées. Et que pour ces cas-là, et pour ne pas salir MeToo, pardon, parce que je sais bien que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour ceux qui le vivent et dont le métier n'est pas d'essayer d'anticiper. Mon métier à moi, c'est d'essayer d'anticiper les retours de bâton. Oui, parce qu'au fond, Caroline Toise, vous étiez sur France Inter cette semaine et une auditrice vous a interpellé en disant, je cite de mémoire en substance, ce que vous dites là m'est insupportable parce que cette auditrice avait elle-même été victime. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi, l'opposition entre le ressenti de ces victimes et le discours qui est le vôtre, qui peut être difficile à entendre. Comment est-ce qu'on résout cette opposition-là? D'abord, il y a une responsabilité journalistique à mettre sur le même plan le ressenti et le désir de réflexion. Parce que si vous voulez, on est sur des niveaux qui ne peuvent pas être en désaccord, ils ne sont juste pas sur le même niveau. Moi, je respecte tous les ressentis, je respecte toutes les... Vous imaginez ce que ça m'a fait? Enfin, c'est la première fois de ma vie que je suis sortie d'un plateau de télé, les larmes aux yeux. Et croyez-moi, j'en ai traversé dans ma vie. J'ai eu les islamistes, j'ai eu l'extrême droite, je me suis fait tabasser, je me suis fait menacer de mort, j'ai vécu sous protection policière. Franchement, j'en ai vécu des choses dans ma vie. Je suis assez solide, j'ai le dos large. Mais qu'une victime qui n'a pas lu mon livre, qui ne sait pas du tout ce que je dis dedans, décide, soit parce qu'elle est influencée, parce qu'il y a aussi des gens, oui, que je peux critiquer dans ce livre, qui ont des fans et qui les fanatisent. Peut aussi être légitimement ou alors personnellement. Non mais pourquoi? Mais justement, qu'est-ce qui lui fait dire, à quel moment, enfin là il y a une responsabilité journalistique, qu'est-ce qui lui fait dire que de demander à ne pas faire des victimes, c'est étouffer d'autres victimes? Et alors lesquelles sont prioritaires? C'est que c'est juste pas la question. Moi j'ai jamais demandé à des victimes d'arrêter de parler. Le ressenti, je le comprends. Mon parcours, je l'étale pas non plus totalement. Mais bon, moi aussi, j'ai dénoncé des agresseurs. Moi aussi, j'ai accompagné des gens dans ce parcours-là. On est dans une société où la tyrannie de l'émotion empêche la réflexion. Et franchement, c'est comme ça qu'on défait une société démocratique. Et je préfère qu'on ait un débat calme, posé, et je souhaite l'avoir. Je souhaite l'avoir avec tous ceux, avec toutes celles qui veulent bien réfléchir. J'ai pas de débat à avoir sur l'émotion, j'ai un débat à avoir sur la raison. Tous ceux et celles qui veulent réfléchir à comment on protège MeToo de ces opportunistes, de ceux qui l'instrumentalisent, de ceux qui le mettent à toutes les sauces pour régler des comptes, dégager, prendre des postes. Moi, je ne laisserai pas faire. Comme féministe, j'en peux plus. Ça fait 7 ans que je vois des féministes politiques partisanes à indignation variable essayer de dégager, alors faire des MeToo quand ça sent dans le camp d'en face, mais jamais quand c'est chez elles. Parfois, si. C'est vrai, des fois qu'elles ont l'honnêteté. Où je vois des comédiennes que je respecte,
mais qui passe du statut de victime au statut de procureur sans la moindre Là, mesure. vous pensez à qui? À Judith Godrèche? Je pense au parcours d'une Adèle Haenel, par exemple, que moi j'ai adoré comme comédienne, dont j'ai respecté la parole sur Christophe Ruggia. Je pense que c'était très nécessaire ce qu'elle a dit sur Ruggia. Et parce qu'elle a raconté un système où, sous couvert de cinéma, sous couvert de metteur en scène, Ouais. on essaie de jouer le Pygmalion et on grignote chaque jour 1 centimètre sur le consentement d'une mineure. Tout ça était nécessaire. Quand elle est passée au rôle de procureur, avec une association autour d'elle qui est Révolution Permanente, qui est une révolution que je n'ai pas le temps de présenter ici, mais j'en parle dans mon livre, extrêmement radicale, extrêmement sectaire. Elle est devenue, la marionnette d'une organisation de procureurs qui est aveuglée par la vengeance, la révolution anticapitaliste, qui décide aussi quand est-ce qu'on dénonce des viols. C'est-à-dire si le violeur est racisé, non, c'est pas notre sujet. Les viols du Hamas, par exemple, ah ben non, ça c'est de la résistance, on les dénonce pas. C'est un vrai problème de faire ça au nom du féminisme. Et Judith Godrèche, pour vous dire les choses, ça peut interpeller. On a suivi la façon dont Judith Godrèche a effectivement raconté ce qu'elle avait vécu. Que j'ai soutenu beaucoup. Avec le réalisateur Benoît Jacot. Et au fond, quand on lit ce livre, vous avez le sentiment que ce n'est pas la meilleure des porte-paroles pour porter cette cause-là? C'est pas ce que je dis. Moi, j'ai beaucoup accompagné, soutenu, je l'ai dit sur des plateaux, à quel point j'ai trouvé aussi émouvant la façon dont Judith Godrèche s'est réapproprié le récit de ses premières années. J'ai partagé avec elle, j'ai été émue quand elle raconte ce qu'elle a ressenti en découvrant le discours de Benoît Jacot sur son désir à elle, qu'il a visiblement voulu confondre, ce désir de cinéma qu'il a voulu confondre avec un désir pour lui. Elle a été mariée avec lui pendant 6 ans. Elle ouvre un débat qui est passionnant. Et moi, que j'ai envie d'ouvrir avec elle. Moi, c'est une main tendue pour en dialoguer. C'est pas du tout une mise à l'index. Je dis juste, allons au bout du débat, parce que je pense qu'il est encore plus profond que ça. Quand elle, par exemple, elle devient procureure de toute la famille du cinéma et qu'elle met en cause toutes les personnes qui ne sont pas intervenues. J'essaie de me mettre à la place des gens de l'époque. Je n'étais pas, moi je détestais les films de Jacot. Quand La jeune fille de 15 ans sort, j'ai à peu près 15 ans aussi. Et je suis en train de me battre moi-même avec des prédateurs pas loin de moi. Et je déteste ce film parce que j'estime qu'il me met en danger. Donc je déteste cette iconographie de femme-enfant. Je l'ai créée dans le livre. Mais qu'est-ce que pouvaient faire les gens autour d'elle? Est-ce qu'ils pouvaient la divorcer de force? Est-ce qu'ils pouvaient lui interdire de tourner de force? C'est plus compliqué, vous comprenez bien, surtout qu'à l'époque, elle disait être très heureuse. Et je vais plus loin qu'elle, en fait, en féminisme. Aujourd'hui, un phénomène d'emprise. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais qu'on entende, plutôt que de se contenter de dire c'est la faute du cinéma. Non, mais il n'y a pas de jeune fille de 14 ans qui rentre dans ce milieu et qui vit ce qu'elle a vécu sans une responsabilité parentale. Pardon. C'est le père qui signe les décharges pour qu'elle puisse vivre tout ça. C'est le père qui va draguer des jeunes filles de son âge en lui disant tu peux devenir comme Judith. Donc j'interroge, moi, la racine pédocriminelle derrière tout ça. Et ça, peut-être que ça ne fait pas plaisir, mais je pense que ce débat est profond. Je voudrais qu'on dise un mot sur une actualité qui a résonné avec votre livre. C'est ce qui est arrivé à Ibrahim Malouf, trompettiste franco-libanais, accusé d'agression sexuelle puis relaxé. Il a été écarté du festival du jury du festival de Deauville, malgré sa relaxe, car a été invoqué par ce jury un malaise, c'est le mot qui a été utilisé. Est-ce que ça, c'est un problème qu'une décision de justice ne suffise pas, au fond, à convaincre tout un chacun de l'innocence d'Ibrahim Malouf, ou est-ce que vous comprenez le malaise de certains face au fait, c'est-à-dire ce baiser qui a eu lieu avec une jeune fille, même si, il faut le dire et on le redit, qu'il a été relaxé par la justice en appel? Mais là aussi, il faut aller plus loin et on a rarement le temps dans les médias. Moi, il y a des relax. C'est pour ça que vous êtes là. Il y a des relax, effectivement, de violeurs ou de présumés violeurs qui ne vont pas me rassurer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de violeurs qui échappent à la justice et qui arrivent à s'en sortir. En l'occurrence, si moi j'estime qu'il n'est pas juste de désinviter Ibrahim Malouf après l'avoir invité au nom d'un malaise réputationnel qui est un peu lâche, au fond. On protège nos sponsors, nos partenaires, notre réputation, puis on évite de se poser des questions. Mais non, on est là pour se poser des questions, parce que c'est très violent de désinviter quelqu'un. C'est une deuxième sentence sociale après ce qu'il a traversé. Moi, c'est la lecture de la Cour d'appel qui m'a convaincue qu'Ibrahim Malouf ne méritait pas cette double sanction. Il y a eu un baiser, et quand ça a été présenté sur ce plateau, Benjamin, vous le savez, ça a été présenté très succinctement quand on le fait dans les médias. Il a logiquement mal vécu, et je le comprends. Parce que si on peut considérer qu'il est responsable en étant un adulte qui prend une stagiaire de 14 ans, et qu'il n'a sûrement pas mis assez de barrières pour qu'arrive ce baiser,
Quand vous lisez l'instruction, il n'est pas clair de qui est à l'origine de ce baiser. Il y a des extraits du journaux de la jeune accusatrice qui d'ailleurs voulait pas aller au procès. Ce sont plutôt ses parents qui se sont inquiétés et on les comprend. En fait, personne n'est complètement responsable de cet enfer. C'est aussi la complexité des relations humaines. On a une jeune fille de 14 ans qui se cherche, qui a vécu un amour très compliqué avant, qui s'attribue plus ou moins l'initiative de ce baiser dans ses journaux intimes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction d'Ibrahim Malouf ensuite. C'est-à-dire qu'il réagit, il appelle son équipe. Le lendemain, il a une session particulière avec cette jeune élève et son équipe lui dit ne sois plus jamais seule avec elle. Il invite au dernier moment une deuxième élève pour ne pas être seule avec elle. Et c'est ce qui d'ailleurs a permis à l'enquête et à l'instruction d'établir que l'autre accusation de cette jeune fille ne pouvait pas être possible matériellement. Elle était impossible parce que justement, il y a trop de témoins qui étaient dans la pièce. Donc si une fois qu'on a des éléments, des textos, des éléments d'agenda, de journaux intimes, une instruction très fouillée qui vous dit on a quelqu'un qui s'est peut-être retrouvé dans une situation qui lui a échappé, il s'en excuse, lui-même trouve que c'était nauséabond et lui-même trouve qu'il aurait dû mettre des barrières. Mais si quelqu'un prend des mesures pour que cette situation n'aille pas plus loin, il traverse 6 ans d'enfer judiciaire et qu'après on continue à le condamner socialement, on rajoute de l'injustice à l'injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis féministe, mais je suis pour un féminisme de l'anti-pouvoir, du contre-pouvoir. Je pense qu'on peut être féministe et juste. Je crois vraiment que c'est possible. Encore 2 questions avec vous, Caroline Fourest. La première sur la réception de votre livre. Je le disais, il a été critiqué par certains, notamment par Mediapart, que vous prenez pour cible à plusieurs reprises. Je vais lire une phrase que vous écrivez. En France, le procureur médiatique MeToo le plus actif, Mediapart, vient de la gauche radicale et il choisit ses cibles en fonction de l'appétit de son public qui aime surtout croquer du people et du puissant, blanc ou juif, moins musulman. Voilà ce que vous écrivez dans votre livre. Mediapart qui vous a répondu en dénonçant des mensonges. Est-ce que vous maintenez les reproches à l'égard de Mediapart? C'est marrant parce que je revis avec Mediapart. D'abord, c'est normal que Mediapart n'aime pas mon livre. Le contraire m'aurait inquiété parce qu'effectivement, ça fait partie des gens que je rends responsables de l'instrumentalisation de MeToo. Et puis, ça fait très longtemps qu'on a des désaccords avec Mediapart, journalistiques sur le fond. Mais là, en fait, ce qui est amusant, c'est que la façon dont ils répondent à mon livre, c'est exactement les mêmes techniques de propagande que les professionnels reconnaîtront, peut-être pas les non-professionnels, que celles utilisées par Tariq Ramadan au moment de mon livre où je le mettais en cause. C'est-à-dire que je le mettais en cause en démontrant très, très longuement son double discours, son appartenance à la confrérie des frères musulmans. Lui a répondu « c'est une menteuse. D'ailleurs, elle s'est trompée sur la durée de train entre Paris et Genève ». Bon, Mediapart me fait pareil. Il m'accuse de mensonge en niant que Edoui Plenel a fait des conférences avec Tariq Ramadan, qu'il y a eu effectivement une tendresse à l'égard de ce prédicateur qui fait, par exemple, ils me disent oui, mais on a fait autant de billets, voire plus, sur Tariq Ramadan que sur Gérard Depardieu. Mais c'est pas ce que je leur reproche. Je sais bien qu'ils ont fini par traiter le cas Ramadan contraint et forcé une fois que des femmes ont eu le courage de parler. Mais ils ne l'ont pas fait comme ils l'ont fait pour Gérard Depardieu. Ils n'ont pas eux-mêmes fait une enquête sur Tariq Ramadan sur ce point-là. D'ailleurs, quand des femmes ont osé l'accuser, après des années de silence, Jade Gart de Mediapart est allée dire sur des plateaux que l'écho médiatique donné à ces plaintes relevait d'une crise d'islamophobie en France. Il y a des dizaines et des dizaines de victimes à qui moi j'ai parlé qui n'ont jamais osé aller jusqu'au procès. Je peux vous dire que si Mediapart s'était emparé de ce sujet-là, de ce dossier-là, comme il l'a fait pour des acteurs, pour des réalisateurs, pour des faits beaucoup moins graves, ça n'aurait pas du tout eu la même proportion. Mediapart dit par exemple que vous reprochez à un journaliste de ne pas lui avoir répondu, qu'il ne vous ait pas contacté dans ce livre, alors même que Mediapart fournit la preuve qu'il y a eu une réponse. Ce texto, mais vous voyez la différence entre moi et Mediapart, c'est que ça fait 2 mois qu'ils ont un droit de réponse de ma part pour des choses fausses qu'ils ont écrites sur moi, factuellement fausses, ils ne le corrigeront jamais. Moi, ce texto, je suis très honnête, quand je me trompe sur un point, je le dis, donc je le reconnais. Donc cette phrase, elle est déjà plus dans la deuxième version qui est réimprimée, mais ça change pas du tout le fond du dossier auquel ils ne répondent pas. Parce que, en l'occurrence, ce journaliste qui a été chargé de faire une enquête sur Tariq Ramadan m'avait attaqué depuis déjà des années pour mes travaux d'alerte sur Tariq Ramadan. Et quand je lui réponds par texto, mais vous avez qu'à citer mon livre, vous avez qu'à référer à mon travail, eh bien non, mon travail, il était là pour le dézinguer. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Mais encore une fois, le fond, c'est pas ça. Le fond de mon reproche à Mediapart, c'est de dire, on a commencé avec des papiers comme sur Gérard Depardieu, que je trouve utile, fouillé, avec beaucoup de témoignages sur des faits graves qui nécessitent franchement une prise de conscience du métier. On a commencé avec l'affaire Weinstein et on se retrouve aujourd'hui avec des papiers sur Édouard Baird,
sur l'ancien directeur du festival de Deauville, sur Philippe Garrel, où une actrice dit de Philippe Garrel: ah ben on a tourné un film ensemble et il s'est rien passé, j'ai pu travailler sans problème. Et quand j'ai voulu faire un second projet, il m'a dit qu'il avait besoin d'être amoureux. Il s'est évanoui en disant: tiens-moi la main, je me sens pas bien. J'ai trouvé ça grossier, je l'ai foutu à la porte. Et voilà, MeToo. C'est vraiment un cas MeToo, ça? Est-ce que c'est un cas MeToo à mettre sur le même plan que l'affaire Weinstein? Ils ne les mettent pas forcément sur le même plan, mais Alors, vous êtes en droit de considérer que Benjamin, ces enquêtes ne sont pas suffisamment caractérisées. Je ne suis pas la seule dans le métier à penser que Mediapart a des méthodes journalistiques qui méritent d'être interrogées. Je suis peut-être la seule à oser le dire. Et je prendrai les coups qu'il faut prendre parce que j'ai l'habitude et parce que je pense que je suis une des seules qui est capable de les prendre. J'ai l'habitude, qu'il me les donne. Mais je sais le nombre de journalistes qui pensent comme moi. Une toute dernière question, Caroline Fourest, sur le procès qui bouleverse le monde entier, celui des viols de Mazan. Hier, un peu partout en France, des rassemblements ont eu lieu en soutien à Gisèle Pelicot, la victime, pour rendre hommage à son courage de témoigner, que l'audience ne se tienne pas à huis clos, mais en public. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette affaire? Est-ce que c'est le courage de la victime? Est-ce que c'est le profil des accusés? On voit bien qu'il n'y a pas d'archétype de violeurs présumés. Est-ce que ce sont les mots de l'avocat, de la défense qui a eu cette phrase qui a choqué beaucoup de personnes? Il y a viol et viol. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce procès? Tout est tristement passionnant dans ce procès. La dignité de la victime, vous l'avez dit, elle est incroyable. Incroyable d'accepter que ce ne soit pas un huis clos pour que ça serve de pédagogie. Parce que je pense justement que ça, c'est ce genre de moment où on peut faire prendre conscience que c'est tous les milieux et qu'il y a une grande remise en question. Il y a la question aussi de... Effectivement, qu'un avocat de la défense... J'ai détesté ce qu'il a dit, mais c'est un avocat de la défense. Imaginez qu'on puisse penser que des hommes s'en sortent en invoquant le fait qu'ils étaient convaincus qu'elle était complice. Pardon, quand on agresse un corps qui est inconscient, c'est bien qu'on ne lui a pas demandé son consentement. Et si on l'a demandé à son mari, c'est bien qu'il y a un problème. Donc j'espère bien que la justice passera. Mais dans les bienfaits de MeToo, je n'imagine même pas le contraire en réalité, mais dans les bienfaits de MeToo, on a aussi le travail fait par la police, par la justice. C'est-à-dire que quand ils interpellent M. Pelicot, mais vraiment, c'est l'exemple typique des bienfaits, mais pas que de MeToo, du féminisme, des années de pédagogie. Quand ils interpellent un délinquant sexuel qui fait des photos dans des cabines d'essayage, il y a 20 ans, moi je pense qu'un policier il aurait dit hey, « c'est pas bien mon coco, vas-y, circulez, il n'y a rien à voir ». Là, ils l'ont arrêté, ils sont allés voir dans son ordinateur, et c'est ce qui permet de découvrir l'horreur et ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, c'est des hommes de tous les milieux, de toutes les origines, contrairement à ce qu'essaie de faire croire l'extrême droite, qui sont capables de faire ça. Merci beaucoup, Caroline Fourest, d'avoir été l'invitée de C'est pas tous les jours dimanche. Je rappelle votre livre, Le Vertige, MeToo, aux éditions Grasset. C'est nuancé et c'est passionnant et vous avez eu l'occasion sur ce plateau, effectivement, de prendre le temps d'expliquer ce que vous vouliez dire. Merci beaucoup. Merci. Caroline Fourest, c'est tout